Bonjour à tous, alors voici comme promis la recette de la tarte bourdaloue que je dédie en particulier à tous nos petits fuvelins qui sont confinés à la maison en ce moment et qui ne peuvent plus venir pâtisser à l'atelier et que j'espère retrouver très vite. Voilà. Donc, la tarte bourdaloue. Alors déjà, bourdaloue, c'est quoi ce nom? Alors en fait, c'est le nom d'une rue à Paris qui porte le nom d'un prêtre jésuite, voilà, décédé depuis fort longtemps maintenant. Et il se trouve qu'à la rue de Bourdaloue à Paris, il y avait un pâtissier du nom de Fasquelle qui était réputé pour... Alors, c'était pas vraiment une tarte telle qu'on la connaît aujourd'hui avec poire et amandes, mais on retrouvait à peu près tous les traceurs de ce qu'on a aujourd'hui. On avait effectivement la crème d'amande, mais c'était plutôt une frangipane. On avait un fruit, c'était pas la poire, c'était l'abricot. C'était plutôt sous forme de flan. Bon, enfin bref, c'était pas vraiment la tarte qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, avec le temps, cette tarte, elle a été modifiée. Elle a gardé le nom de tarte bourdaloue. Même si le fruit a changé, mais simplement parce qu'effectivement l'abricot on ne le trouve pas toute l'année, alors que la poire c'est un fruit qu'on retrouve facilement toute l'année. C'est une tarte qui existe quand même depuis le début du XXe siècle, donc les années 1900. Elle existe depuis longtemps et surtout c'est d'abord une des tartes que... Alors son nom ne va pas forcément vous dire grand chose, mais en tout cas quand vous allez la voir, vous allez la reconnaître dans la plupart des pâtisseries françaises. Et en plus c'est une des premières tartes que vous apprenez quand vous apprenez à pâtisser. C'est une des premières tartes que vous apprenez parce que on rentre directement dans les bases de la pâtisserie classique, la pâte à foncer, la crème amande. Donc la recette elle est très simple. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils, voilà, un rouleau, une petite maryse, des petits récipients cul de poule pour faire vos pesées. Et c'est tout, les cornes, voilà, souvent on a, voilà. Alors les cornes souvent qu'on utilise pour la chantilly ou pour couper la pâte, enfin vous allez voir comment on va les utiliser et c'est tout, d'un four. Et l'avantage aussi c'est que on ne touche pas au feu et vous savez qu'avec les petits chefs j'aime pas trop toucher au feu, au gaz, plaque induction. Donc l'avantage c'est que la seule chose je dirais un petit peu délicate ou un peu dangereuse ça serait la mise au four. Enfin, à part de mettre la tête dedans, je vois pas trop ce qui pourrait vous arriver. La tarte bourdaloue, elle est très simple, elle est assez rapide et elle est encore plus rapide à manger. Alors les ingrédients, vous allez les avoir à la fin de la vidéo. Je ne vais pas vous énumérer toutes les pesées que j'ai pu faire, de toute façon vous n'allez pas les retenir. Donc c'est pas la peine. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement en fin de vidéo, de vous faire toutes vos pesées. En général, vous avez tout ce dont on a besoin. Beurre, sucre, farine, œufs. Un petit peu de sel et de la poudre d'amande. Ça souvent maman papa ils ont ça dans les tiroirs ou dans les placards, donc ça va être facile à faire. Et pour le nappage je vous donnerai 2-3 astuces et puis c'est tout. Et les poires au sirop évidemment, il faut les poires. Alors après on peut bricoler aussi, vous pouvez mettre un autre fruit au sirop, ça ira très bien, ok. Donc allez voir directement en fin de vidéo, faites vos pesées et comme ça vous revenez, vous reprenez la suite de la vidéo et on fait le dessert ensemble. Vous savez que j'aime bien faire ça avec vous. Alors, là c'est normal, vous ne voyez que mes mains, parce que de toute façon, c'est ça qui est intéressant. Je suis là, vous voyez. Voilà. Donc, on va faire une pâte à foncer. La pâte à foncer, c'est une des pâtes les plus connues en pâtisserie et qui va vous permettre de faire plein d'autres tartes derrière. La pâte à foncer, c'est une pâte qui est basique en pâtisserie. Et grosso modo, on va dire que quasiment toutes les pâtes ont à peu près les mêmes ingrédients en pâte à tarte. Alors pâte sucrée, pâte sablée, pâte à foncer, pâte brisée. Après vous savez tout ce qui est évidemment les pâtes feuilletées, tout ça. Mais la plupart des pâtes elles ont quoi? Elles ont de la farine, elles ont du beurre, elles ont du sucre, elles ont une pincée de sel, elles ont de l'œuf, du lait. Alors souvent farine, beurre, sucre, c'est assez récurrent. Après, ce qui va changer entre les pâtes, c'est les quantités. Dans la pâte sablée, on a beaucoup de sucre, on a beaucoup de beurre. Dans la pâte à foncer, pâte brisée, on a déjà un peu moins de sucre. Dans la pâte sucrée, on a du sucre, mais
La plupart du temps, c'est du sucre glace, par exemple. Il y a aussi ces petites différences-là. Mais on tourne autour de ces ingrédients. Hein. On a besoin aujourd'hui, c'est la première des pâtes, la pâte la plus simple, la pâte à foncer, qui est quasiment inratable, qu'on peut faire donc effectivement au robot avec la feuille ou alors à la main. Et c'est vrai que à la main, c'est d'abord plus rigolo. Et en plus, moi je trouve qu'elle se rétracte moins à la cuisson. Le robot il est très énergique avec les mains, on peut faire un peu plus doucement et voilà. En fait la différence entre toutes ces pâtes sucrées, sablées, brisées, c'est plus la différence, c'est pas tant les ingrédients qui vont peu ou prou rester les mêmes, ça va être la quantité des ingrédients. Et il y a aussi la méthode qui change. Alors nous on va faire aujourd'hui une pâte à... C'est rigolo de faire juste les mains. Alors, une pâte à foncer par crémage. Donc, par crémage, ça veut dire qu'en fait, on va simplement commencer à utiliser en fait le beurre et le sucre. D'accord? On va crémer, on va crémer tout ça. Et donc le fait de commencer par ça, c'est la méthode par crémage. La méthode par sablage, c'est simplement qu'on remplace en fait le sucre par la farine. Donc notre beurre va envelopper en fait notre farine et ça va être effectivement un peu plus sableux. Donc par sablage, la pâte elle va être très croustillante mais assez friable, donc elle est un peu difficile à utiliser. C'est vrai que c'est bien de commencer par une méthode par crémage parce que là à ce moment-là elle est quand même un peu plus facile à utiliser. La pâte elle est plus facile à foncer, voilà, et elle est légèrement moins croustillante, mais en fait ça reste quand même des pâtes qui sont toujours très croustillantes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc il y a deux méthodes, par sablage et par crémage. Aujourd'hui on va faire par crémage. Donc ce que je fais, moi j'ai une tactique, c'est que je mets ma farine sur mon plan de travail, évidemment mon petit récipient il est propre, hein. Je fais un trou dedans. Voilà, comme ça me donne en fait, ça me délimite un peu ma zone de travail. Après je mets mon beurre. Alors mon beurre il faut qu'il soit à température ambiante, voire en tout cas pommade, hein, pommade, c'est-à-dire qu'on peut se faire une jolie crème avec. Ok, donc vous le sortez du frigo quelques heures avant de travailler votre pâte. Vous allez mettre votre sucre dedans et puis vous allez commencer en fait à déjà mélanger, à travailler votre beurre et votre sucre. Ok. Et on essaie de ne pas aller voir notre farine. Là, notre farine, elle est juste là pour... elle nous attend, mais elle ne va pas être mise au boulot pour l'instant. Alors, le fait de travailler à la main, moi, je trouve que c'est plus sympa qu'avec le robot, mais vous pouvez le faire quand même au robot avec la feuille. La plupart de toutes les pâtes, vous pouvez les faire de toute façon avec le robot. Mais j'ai remarqué que quand je faisais mes pâtes avec les mains, elles ne se rétractaient pas à la fin. Parce qu'effectivement, l'idée c'est qu'il faut essayer de travailler la pâte le moins possible, surtout quand il y a l'adjonction de farine après, parce qu'on réveille le gluten et ça devient élastique et après ça se rétracte et c'est pas joli. Donc on a fait notre crémage. Donc moi je prends les cornes simplement parce qu'en fait ça me permet aussi après de moins chauffer mon beurre avec mes mains qui sont chaudes, d'accord? Donc parce qu'il ne faut pas non plus que ma pâte elle soit trop collante. Voilà, et là ce que je vais faire c'est que, voilà, je la pâtis juste un petit peu. Je vais rajouter en fait mon œuf que j'ai battu. J'ai battu mon œuf avant, voilà, et en fait ce que je fais c'est que j'utilise un peu de farine. Je viens récupérer un peu de farine pour m'aider je dirais à commencer ma pâte là. Hein, on va commencer un peu à la sécher ma pâte avec un peu de farine, mais je la mets pas entière. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, je tripote ma pâte le moins possible. Moins je la tripote, moins elle sera élastique. Et plus elle va respecter, je dirais, la forme que je vais lui donner à la cuisson. Voilà, ok. Voilà, et puis au fur et à mesure, je rajoute un peu de farine.
Voilà, maintenant je vois que ma pâte elle est sèche. Je viens ramener toute ma farine. Je viens la récupérer. Voilà. Et je l'incorpore. Ma farine est incorporée, donc je ne vais pas tarder à y mettre les doigts pour en faire une boule. Hein. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir en faire une boule. Voilà, donc je ramène la farine que je peux avoir. Voilà, pour tout bien récupérer. Voilà, je commence à y mettre mes doigts. Et je vais commencer à phraser ma pâte, c'est-à-dire à venir l'écraser. Je l'écrase avec ma main comme ça. Donc la main. Voilà, je vais venir en fait l'écraser sur le plan de travail pour finir de l'incorporer. Pour finir d'incorporer en fait mon beurre à ma farine, à tous les ingrédients, que tout s'amalgame bien. Voilà. Je récupère toutes mes bouts de pâte. Voilà. Et je... Voilà. Voilà. Je commence à avoir une petite boule. Alors, l'idée en phrasant, c'est qu'après, vous avez une pâte qui est homogène et on ne voit plus la farine, on ne voit plus de différence de couleur. Voilà, et par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter quand même assez vite. Avant que ça commence à réveiller notre gluten et à transpirer. Donc le gluten se trouve dans la farine. Voilà, ok. Là, déjà rien qu'à la couleur, on voit que on est bon. Alors voilà, on va arrêter de la travailler là. Et ce qu'on va faire, c'est que, donc là c'est notre pâton de pâte. On va la mettre au froid. Alors le pâton, je vous conseille de l'écraser, pas faire une boule. C'est plus simple de le mettre, je dirais, de manière rectangulaire ou carrée, enfin en tout cas aplati. C'est bien rectangulaire parce que quand vous allez l'abaisser, ce sera plus logique. Mais vous l'aplatissez, comme ça d'abord elle va refroidir plus vite et ce sera plus simple pour vous pour l'abaisser. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un morceau de film alimentaire. Donc ça, vous savez que ça c'est l'outil indispensable à avoir. Hop, hop, voilà, ça, et vous mettez au frais pendant facile une bonne demi-heure, voilà, minimum. Alors, la crème amande, je vais essayer de vous la faire comme ça. Je ne suis pas équipée à la série Lignac, moi, pour faire les vidéos super perfectionnées où on voit à la fois ma tête, mes pieds, mes mains, enfin bref, sans bouger une oreille. Donc, on va faire ensemble la crème amande, je vais vous la faire comme ça. Vous allez voir qu'elle est super simple. Quelle est la différence entre crème amande et crème frangipane? Je suis sûre que vous vous posez tous la question. Eh bien, c'est simplement qu'on y rajoute de la crème pâtissière. Donc, on va dire qu'elle est un peu plus light, celle-ci. Et c'est du temps pour temps. C'est du temps pour temps au niveau des ingrédients. J'ai du temps pour temps de sucre, de beurre et de poudre d'amande et d'œufs.
Alors, vu que je demande 50 grammes de tout, combien me faut-il d'œufs? Il me faut un œuf, puisqu'un œuf pèse 50 grammes. Et vous le savez, évidemment. Donc, 50 grammes de tout. Petit conseil, il me faut un beurre pommade. Hop, je mets mon beurre. Je commence à crémer mon beurre. Déjà, je prends... Alors, vous prenez une spatule, une petite maryse, ce que vous voulez. Bon, on va pas chipoter. Je connais certains chefs qui chipotent. Vous savez que je suis pas de ce genre-là. Ils se reconnaîtront. Alors, je travaille mon beurre, voilà, vous voyez. Hop, vous le voyez là? Voilà. Ok? Donc, c'est bon, il est bien crémé. Je vais rajouter, je rajoute mon sucre. Ok? Donc, je fais encore un crémage, comme pour ma pâte. Voilà. Alors, une version light de la tarte amandine, parce qu'elle s'appelle aussi tarte amandine. Alors, la tarte amandine, hein, c'est une tarte avec pâte à foncer, crème d'amande, et puis vous pouvez mettre d'autres fruits. Et c'est souvent ça peut être des fruits frais. Ça s'appelle une tarte amandine. La bourdaloue, c'est vraiment celle qu'on fait aujourd'hui, hein, avec la poire au sirop et les amandes. Alors, je fais le crémage comme ça. Oui, pour la rendre plus light, la seule chose qu'on pourrait faire éventuellement, enfin ça serait un sacrilège, c'est d'utiliser du beurre allégé, de mettre moins de sucre peut-être dans la crème amande, voilà. Mais enfin, ça me semble compliqué. Et après, pour tout ce qui est intolérant au gluten, vous pouvez effectivement remplacer la farine par un petit mélange de farine de maïs, de maïzena et de farine de riz par exemple. Voilà. Par contre, elle sera quand même bien plus friable que avec la farine de blé, toujours pareil, puisque c'est le blé, le gluten, donc la protéine qui est dans le blé qui permet de faire ce réseau là, qui permet en fait d'avoir quand même une pâte qui se tient. Voilà, j'ai fait mon crémage avec mon sucre. Après, peu importe l'ordre, vous pouvez rajouter votre œuf. Alors moi, l'œuf, je le mets entier et puis je le fouette pas. L'idée, c'est qu'en fait, il ne faut pas que votre crème, il ne faut pas incorporer trop de... Avec le fouet, on incorpore de l'air. Et en fait, si vous incorporez de l'air dans votre œuf, et en particulier dans le blanc d'œuf, là où on a nos protéines, ça peut en fait donner un peu du volume à votre crème, puis ça va la faire gonfler à la cuisson, et nous on veut pas qu'elle gonfle à la cuisson. Il faut qu'en fait on va la pocher, mais il faut pas qu'elle monte et qu'elle déborde. Il va falloir qu'elle reste tranquille cette crème. Alors pour qu'elle reste tranquille, il faut pareil, comme la pâte à foncer, il faut pas trop la travailler en fait. Il faut la laisser tranquille, il faut pas la tripoter. Bon, je mélange. Donc je l'avais mis entier, ok. Je ne sais pas si vous voyez. Heureusement qu'on travaille sur de petites quantités. Je suis petite. La prochaine fois, je baisserai la caméra. Voilà, j'essaie de ne pas trop m'énerver dessus. Toujours pareil pour ne pas faire rentrer de l'air. Et c'est pour ça aussi que je la travaille, à la maryse, la mini maryse. Que je la travaille à la maryse pour éviter le fouet. Je rajoute ma poudre d'amande. Alors ça va être plus simple. Voilà, ça va être plus simple. Alors on n'est pas obligé de mettre du temps pour temps d'œuf. Vous pouvez aussi décider de mettre moins d'œufs. En fonction de la densité que vous voulez donner à votre crème. Voilà. Nous on va faire des tartelettes. Voilà ce que ça donne. Ok, j'aurai toujours les bords. Voilà. Bon, quand voilà, je vois que le beurre il est bien amalgamé, tout est bien amalgamé, elle est homogène partout, la même couleur. Je la laisse tranquille. Attention, si vous mettez du temps entre chaque préparation et que donc vous réservez au frais, comme on a pu faire pour la pâte. Si vous mettez au frais votre crème amande, après vous allez vraiment avoir beaucoup de difficultés à la mettre sur votre fond de tarte. Je parle par expérience. Donc
votre crème d'amande, ce que je vous conseille, c'est de la faire, si vous voulez, au dernier moment, à ce moment-là, juste avant de la pocher ou de la mettre sur votre fond de tarte. Nous, on utilisera une poche à douille parce qu'on va faire des tartelettes. Mais si vous utilisiez un cercle en 22 cm de diamètre, ce que vous pouvez faire avec la recette d'aujourd'hui, hein, c'est faire une tarte familiale pour tout le monde. Là, moi, j'utilise des petits cercles à tarte parce que je préfère les tartelettes aux tartes. Je trouve ça plus joli, mais vous pouvez faire une tarte de 22 cm de diamètre. Et là, vous verserez l'intégralité de votre crème d'amande et avec une spatule, une petite spatule coudée ou ce que vous avez, allez, un dos de cuillère, on s'en fiche. Vous pourrez étaler votre crème d'amande sur le fond de votre tarte. Là, on va être obligé de la pocher parce que voilà, et de faire même les finitions quand même avec le petit dos de la cuillère d'ailleurs. Donc voilà, je me lave les mains, toujours se laver les mains. Et je vais chercher maintenant ma pâte pour l'abaisser et pour foncer mes cercles. Et puis comme ça, ça sera fait. Et entre temps aussi, ce que je fais, c'est que je mets mon four à préchauffer à 180. Donc là, on a préchauffé notre four. On a notre pâte à foncer qui est au frais, qui se repose un peu. On a fait notre crème amande et il ne reste plus qu'à à assembler le tout. Et avant ça, évidemment, il va falloir qu'on prépare nos petits cercles à tarte. Et on va les préparer en les beurrant. Donc je prends un petit morceau de beurre. Ok. En fait, ce que je fais, c'est que c'est le fameux beurre que j'ai laissé à température ambiante. Et je passe une première fois. Alors, pas très délicate. Il y a des petits morceaux de beurre que vous voyez. Ceux-là, après, je les lisse. Il faut vraiment le faire proprement. Voilà. Pour qu'après, en fait, l'idée c'est que votre pâte, elle cuise uniformément. C'est bien aussi de beurrer avec son doigt, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. Et vous enlevez les morceaux de beurre. Et puis, vous voyez s'il y a des endroits où vous en mettez plus que d'autres. Et comme ça, vous harmonisez un peu le tout pour qu'on se donne le plus de chances possible pour qu'elle puisse cuire de la même manière partout. Et comme ça, elle va vraiment cuire de manière uniforme, bien ronde, bien droite et partout pareil. Ça serait bête qu'elle se casse la figure d'un côté et pas de l'autre. Voilà. Et je fais ça. Alors, la recette vaut pour 4 cercles de 8 cm de diamètre, d'accord? Ça fait des tartelettes classiques. Vous avez des cercles aussi à tarte de 10 cm, donc légèrement plus gros. Moi, je trouve que c'est moins joli. À ce moment-là, vous en ferez 3, donc 3 cercles de 10. Et moi, je fais... Alors, il reste, hein, il y a des chutes. Mais c'est vrai que moi, les chutes, je les utilise toujours pour faire des petits biscuits avec les petits... pour qu'ils puissent trifouiller la pâte un peu, voilà, s'amuser avec. Donc 4 cercles avec ma recette, 4 cercles de 8 cm, un grand cercle de 22 ou 3 cercles de 10 cm. Ça dépend ce que vous avez à la maison. Après, si vous n'avez pas les cercles à foncer comme ça, c'est-à-dire sans fond, ben vous pouvez le faire dans un moule à tarte classique. Ce sera pas vraiment pas aussi joli, mais ça sera tout aussi bon. Mais pas non plus... hein, bon. On va pas faire les photos de Vogue. On s'en fiche complètement. Le principal, c'est de vous amuser à faire la tarte et puis surtout de vous régaler à la manger, évidemment. Voilà, hop, je tout fais avec mes doigts, c'est tout uniforme, c'est super. Je me lave les doigts et je vais chercher la pâte. Donc, je suis allée chercher ma pâte au frigo, d'accord? Donc, je vais enlever le film. Et petite astuce que je fais quand je fais les tartelettes, pour pouvoir abaisser correctement, parce que le problème quand on abaisse la pâte, c'est de pouvoir abaisser de la même hauteur à tous les niveaux de la pâte, toute la surface. Et quand on doit débiter 4 tartelettes, des fois c'est plus compliqué. Ce que je vous propose, c'est plutôt de peser votre pâte et de la couper. On va tricher, vous coupez comme ça dans le sens de la largeur et de la longueur, et vous allez avoir 4 petits rectangles au lieu d'un grand. Voilà, c'est la petite triche. Comme ça, vous allez abaisser 4 fois, mais au moins ça sera bien plus pratique, d'accord? Donc moi je sais qu'à peu près il me faut 70 g de mini pâtons par tarte, et je vais donc abaisser 4 fois. On va refaire un zoom sur mes mains, hein. Voilà, comme ça vous verrez un peu plus facilement ce que je vais faire. Je vais fleurer mon plan de travail. On se prépare un petit bol de farine et on va prendre la farine comme ça et hein,
on jette la farine comme ça. Alors on ne jette pas le pot entier, autrement ça serait fariné. Là on va juste fleurir, donc on le fait délicatement, on laisse un petit peu tout ça pour que la pâte ne colle pas à votre plan de travail. Et vous prenez un rouleau. Alors tous les rouleaux sont bien, voilà, bon c'est vrai que moi j'aime bien le bois. Après vous pouvez avoir, vous savez, avec les deux manches là qui roulent comme ça démultiplie la force. C'est peut-être plus simple aussi pour vous. Vous faites ce que vous voulez. L'idée c'est simplement qu'on essaie d'abaisser de manière uniforme sur toute notre pâte à peu près 2 mm de pâte. Hein, voilà, c'est tout. Donc zoom sur mes mains. Donc j'ai mes 4 pâtons, voilà. De pâte qui alors si vous avez laissé votre pâte, vous pouvez la faire la veille aussi, hein, vous pouvez même la congeler, mais si vous voyez qu'elle est trop, ce qui n'est pas le cas là, mais si elle est trop froide, elle peut être aussi difficile à abaisser, vous lui donnez un coup sur la tête. Voilà, c'est la petite astuce pour tout ça, c'est pour un peu c'est comme ça aussi qu'on essaie de rendre pommade un beurre qui sort à peine du frigo, parce qu'on a oublié de le faire, donc en dernière minute on peut s'acharner dessus comme ça, et c'est vrai que ça a tendance à le ramollir, le beurre. Donc pour ramollir votre pâte vous faites pareil, voilà, mais vous faites pas mal aux mains. Donc je mets un petit peu de farine, voilà, et sur mon plan de travail et sur mon, voilà, moi j'en mets un peu sur mon rouleau aussi, et en fait j'abaisse ma pâte, alors de manière à ce que en fait j'abaisse toujours en face de moi, hein. On essaie d'éviter de faire à droite à gauche. Voilà, en fait, c'est pas moi qui tourne, c'est ma pâte. Voilà, vous allez voir, comme ça va vous permettre d'abaisser votre pâte de manière plus facilement et aussi plus correcte. Parce que l'idée, c'est qu'elle soit abaissée partout de la même manière. Donc, bon, on s'est fixé 2 mm. L'idée, c'est qu'en fait, quand vous mettez votre cercle à tarte sur votre pâte, il faut grosso modo qu'il y ait, quand ce sont des cercles de haut de 2 cm, il faut qu'il y ait à peu près pareil 2 doigts, allez, on se laisse 2 doigts autour, d'accord? C'est à peu près 2 doigts, 1 doigt et demi, 2 doigts autour pour pouvoir la foncer correctement, d'accord? Pour qu'on ait en fait le fond plus le rebord et encore un peu qui dépasse, pour nous laisser le temps de bien la travailler, de bien la façonner, de faire des angles un peu droits. Et voilà. Donc là, je pense même qu'elle est légèrement trop abaissée, mais c'est pas grave. Hop, donc, hop, pour pas que ça colle. Donc je jette ma pâte sur mon cercle. Et en fait, déjà, ce que je fais, c'est que moi, je commence à l'enfoncer et je travaille déjà le fond. Je travaille déjà mon angle, cet angle-là, là, du fond, là, cet angle qui est là. Ah, là, cet angle qui est là, tac, tac. J'essaie de le rendre droit, hein, celui qui est là. Donc déjà, avec mon pouce, alors évidemment, si vous avez des ongles, c'est pas possible, parce que vous allez carrément cisailler votre pâte. Mais donc, on oublie les ongles manucurés, il faut vraiment pas de, voilà. Donc déjà, moi je commence déjà un peu à travailler mon fond pour avoir un petit angle droit sympa, et hop, et je tourne comme ça pour l'avoir à peu près pareil partout et avoir une pâte qui se présente correctement partout. Voilà. Après, vous voyez, en fait après ça vient un peu tout seul. Et j'appuie pas, hein, je fais que lisser pour avoir en fait la même épaisseur de pâte partout. Voilà, c'est juste, et je lisse pour aussi éviter qu'il y ait des traces de doigts. Voilà, et après en fait simplement ce que je fais, c'est que je prends un couteau. Alors attention, là il faut vraiment que le couteau coupe, donc papa, maman, il faut qu'il soit à côté. D'accord, et je viens en fait, je viens couper mon morceau de trop plein de pâte, voilà. Et là en fait vous avez votre bord propre, ok. Alors vous pouvez le retravailler juste un peu, le relisser, voir si est-ce que j'ai bien fait mon angle là. Je vais tourner comme ça, vous le faites avec le pouce ou avec l'index, comme vous voulez. Je le fais avec le pouce. Et là j'essaie de lisser aussi, voilà. Alors, et on tripote pas trop parce qu'après elle va commencer à suer la pâte. Donc on se dépêche de faire ça et on va passer un coup là
Là, il y a une petite boule. Hop, voilà. Je passe un coup tout autour pour que ça soit bien propre. Et que, voilà, elle se cuise partout pareil. Et qu'elle soit la plus droite possible. Hop, voilà, ok. Et là, c'est fait. Je me prépare à l'avance une petite plaque de cuisson comme ça, sur laquelle j'ai mis du papier cuisson. Voilà. Alors, vous pouvez mettre aussi votre tarte sur un cile-pâte, entièrement un cile-pain si vous avez aussi, et sur une plaque perforée. Mais si vous n'avez pas ça, une plaque de cuisson classique, pleine, et un papier sulfite dessus, ça va très bien. Ok. Donc, on fait ça 4 fois pour nos 4 tartelettes. Donc, j'ai mis ma pâte, mon cercle, dans le frigo. Toujours pareil, on essaie de faire en sorte en fait que le froid garde la forme de la pâte, hein, parce que si vous le laissez à température ambiante, la pâte elle risque de s'affaisser parce que le sucre, le beurre va fondre et ça va transpirer et puis voilà. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une tarte qui soit la plus à bord droit possible, avec un angle bien perpendiculaire, et ça c'est en jouant avec le froid. Donc dès que vous avez fait votre pâton au froid, après avoir cerclé, foncé vos cercles, vous mettez au froid, bref on met au froid maximum. Mais vous ne mettez pas la crème amande, hein, je vous le dis. Donc là, ce qu'on va faire c'est que vu que tout est prêt, il ne reste plus qu'à faire notre assemblage. Il nous reste simplement à couper les poires. Donc on va prendre une demi-poire dont on a déjà enlevé, voilà, les pépins, et on va faire un zoom. Donc en fait on va couper dans le sens de la largeur. L'idée c'est de couper le plus finement possible. Voilà. Alors là vous vous faites aider par papa, maman. Non seulement à cause des doigts, mais aussi pour que ça soit le plus, je dirais, le plus droit possible. Alors, je vous rassure de suite, rien que la demi-poire là, elle est plus grande que mon cercle à tartelette. Donc de toute façon, il n'y a pas tout qui va rentrer. Ok ? Donc il va falloir en enlever un bout, hein, donc vous aurez de quoi grignoter après. Donc vous faites ça pour vos quatre cercles, donc vos 4 demi-poires. Ok ? Je sors ma tarte. Soit je mets ma crème amande qui est là. Je peux la mettre dans une petite poche à douille. Alors petite, grande. L'idée c'est que là il n'y a quand même pas beaucoup de matière, donc ça serait dommage de gaspiller une grosse poche à douille. Alors vous pouvez utiliser aussi, comme je vous le dis souvent, c'est les sacs de congélation, les sacs fraîcheur. Maintenant comme là elle est quand même restée à température ambiante, elle est quand même facile à appliquer. Donc vous pouvez simplement la poser, vous la posez en fait avec avec ce que vous voulez, hein, une spatule, une marée, ce que vous voulez. Voilà. Alors en principe vous êtes censé ne pas en mettre plus de la moitié de la tarte. Et après, vous allez, en fait, avec une cuillère, on va simplement l'étaler. Voilà, donc là, je vais l'étaler. Je me rapproche. Je l'étale sur le fond. Alors, en fait, l'idée, c'est de ne pas en mettre à ras-bord. Pourquoi? D'abord, parce qu'il va y avoir on va y poser notre poire. On va faire un peu de poids dessus. Donc, sur les côtés, ça va ressortir. Et en plus, c'est que dans tous les cas, même si vous ne l'avez pas fouettée et que dans tous les cas, elle va gonfler. Et donc, il y a de l'œuf, donc elle gonfle, c'est logique. Voilà, j'essaie de le faire de la manière la plus propre possible. Voilà, il y en a partout, dans tous les bords, il y en a au milieu. Et après, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma poire, mais pas toute ma poire parce que, vous voyez, ma poire, intégralement, ça va être compliqué. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever bien ça de poire.
Voilà, ok. Et puis, je la fais un peu pencher, c'est-à-dire je la laisse plus droite comme elle était quand elle était coupée. Et on ne voyait pas en fait les tranches là, comme ça quand vous la baissez, on voit les tranches, d'accord? Et après ce que vous allez faire, c'est que sur les côtés, puis derrière, vous allez mettre un peu de... Essayez de ne pas trop déborder sur le... Alors moi je fais sous forme d'une couronne. Vous les mettez où vous voulez, les amandes effilées, mais... Voilà. Je les mets autour, sous la forme d'une couronne. Voilà. Ok? Et ça, j'enfourne ça pendant bien 25 minutes, 20-25 minutes. De toute façon, vous surveillez parce que vous allez avoir un temps de cuisson pour une grosse tarte et pas les mêmes pour les tartelettes. Les tartelettes vont avoir tendance à cuire plus vite. De toute façon, vous allez voir que le cercle il va va facilement se retirer. Vous pourrez vérifier en fait la couleur de votre pâte. Et après, c'est aussi au goût. Moi, j'aime pas quand c'est trop foncé. J'aime bien quand la pâte est un peu blanche. Voilà. Après, il y en a qui préfèrent qu'elle soit beaucoup plus foncée. Là, c'est bon. Tout ce qu'il faut, c'est que, en tout cas, il faut que ça soit cuit. Ça, c'est clair. Donc, je mets au four à 180 degrés, à mi-hauteur, c'est très bien. Et on se retrouve tout à l'heure. Concernant le nappage que vous voyez souvent sur les tartes aux fruits et la tarte bourdaloue en particulier, c'est qu'on a des nappages la plupart du temps qu'on utilise déjà tout prêt, qui s'achètent tout prêt. Mais vous pouvez faire votre nappage tout seul. Ou alors vous utilisez par exemple de la gelée. Alors par exemple pour une tarte aux framboises, prenez une gelée de fraises, une gelée de framboise, vous pouvez la chauffer un petit peu pour qu'elle soit un peu plus liquide et qu'elle soit plus facile à poser. Elle est là pour faire briller en fait les fruits. C'est souvent pratique quand les fruits ne sont pas super jolis. Et en plus, ça a tendance à les préserver de l'air. Donc voilà, on les garde un peu plus longtemps. Hein, ouais. Et puis c'est vrai que ça donne un aspect brillant qui est vraiment très joli. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est soit utiliser des gelées, donc on peut même utiliser une gelée d'abricot, une gelée de ce que vous voulez, des gelées de tous les fruits possibles et inimaginables, ou alors vous pouvez faire votre propre nappage. Alors du plus simple, c'est eau, sucre et gélatine. Donc là, c'est les fameuses feuilles de gélatine qu'on trouve pareil dans tous les supermarchés. Je pourrais vous donner la recette si vous la souhaitez. Et si vous avez de la pectine, c'est encore mieux, et voire du sirop de glucose ou du miel. Vous pouvez faire le nappage qui va se rapprocher le plus de celui que vous trouvez parmi je dirais les magasins professionnels, où vous faites un mélange d'eau, de sucre, de sirop de glucose ou de miel. Le miel, ça fonctionne bien aussi, le miel neutre, le miel d'acacia par exemple, c'est super, et que vous pourrez acheter bio. Et vous rajoutez de la pectine. Donc là, vous aurez toutes les pesées aussi en fin de recette, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Pour faire un nappage que vous pouvez conserver des mois, en tout cas dans un récipient propre, bien fermé. Et vous pouvez, moi c'est ce que j'ai fait, ça fait 1 mois et demi que j'utilise toujours le même. J'ai pris du miel, alors ça donne le goût de miel pour le coup quand on met du miel. J'ai pas voulu mettre de sirop de glucose, donc vous faites le miel. Mais voilà, autrement pour qu'il soit neutre, vous utilisez du sirop de glucose. Le sirop de glucose, maintenant, vous le trouvez quasiment dans toutes les grandes surfaces, souvent en petits pots. Voilà, c'est assez cher, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand vous souhaitez faire aussi des glaces. Ça permet de stabiliser vos glaces, de faire en sorte que ça ne cristallise pas. Ça rend aussi les ganaches, par exemple, les ganaches plus lisse, voilà. Donc le sirop de glucose, ça s'est pas mal démocratisé, vous pouvez en trouver de partout. Alors voilà, j'ai sorti la tarte du four, et donc je vais juste vous montrer, voilà, ok. Donc elle se démoule très facilement, parce qu'elle se rétracte quand même toujours un petit peu à la cuisson, mais voilà, juste pour vous montrer. Je voulais juste vous montrer les bords. Vous avez vu comme elle a les bords lisses et ils sont relativement droits. Alors, quand on n'a pas déjà la garniture dessus, vous pouvez, quand vous faites par exemple ce qu'on appelle des cuissons à blanc. Les cuissons à blanc, c'est lorsque en fait il y a
vous ne cuisez que le fond de tarte seul, sans garniture, parce qu'en fait la garniture qui est censée aller dans votre tarte n'a pas besoin d'être cuite, comme par exemple la tarte au chocolat. Hein, c'est un fond de tarte avec une ganache chocolat qui ne se cuit pas, donc voilà, vous faites ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Et bien, quand vous avez simplement votre... là c'est un peu compliqué parce que vous avez quand même la garniture, on pourrait quand même le faire, mais c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez prendre alors une râpe, même un économe, ce que vous voulez, et vous pouvez un petit peu ébarber en fait les bords voilà, de votre fond de tarte pour que ça soit, voilà, quand c'est faisable. Là j'ai un peu de crème qui ressort et voilà, mais c'est faisable. Il ne faut pas enlever la garniture non plus. Voilà, pour vraiment le rendre vraiment parfait et voilà. Mais c'est déjà bien droit et vous avez vu, on a quand même un bel angle ici, bien perpendiculaire. Voilà, une jolie tartelette. Donc là, elle n'est pas nappée. Donc mon nappage, quel qu'il soit, hop, je le mets sur un pinceau. Ok, et après, alors on essaie de pas trop enlever les amandes. Voilà. Sur mon fruit, je n'hésite pas, c'est très joli. Alors moi, voilà, il est aromatisé au miel d'acacia bio, en plus. Voilà. Moi, je nappe même mon fond de tarte. Vous ferez ce qui vous fait plaisir. Ok. Voilà. Et surtout, évidemment, le dessus. Alors, le nappage, c'est vraiment la finition par excellence pour donner le petit côté brillant et je dirais vraiment gourmand. Voilà. Hop. Alors, la tartelette, c'est vrai qu'elle est petite, donc la poire prend toute la dimension du cercle. Donc on ne voit pas la crème amandine qui est en dessous au demeurant, qui a même un petit peu débordé, ce qui est normal, mais pas tant que ça. Dans la tarte bourdaloue classique, un peu plus grande, que ce soit en dimension en tartelette plus grande ou en dimension familiale, en 22 ou 24 cm, ce que vous aurez à la maison, vous les placerez en couronne et il faut qu'en fait s'intercale de la crème d'amande entre chaque demi-poire. Et il faut aussi que la pointe de la poire soit vers le centre. Voilà. Donc, de toute façon, vous trouverez forcément des photos de tarte bourdaloue sur internet. Elle est tellement connue et vous verrez la présentation. C'est vraiment la présentation classique, traditionnelle de la tarte bourdaloue et qui fait qu'en un coup d'œil, on la reconnaît. Voilà, sur les tartelettes, c'est un peu moins évident, mais enfin on se doute et puis c'est excellentissime. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne dégustation. Ce que j'aimerais, c'est que vous m'envoyiez vos réalisations. Le moyen que vous voulez, Facebook, Instagram, le blog, les Messenger, le mail, ce que vous voulez, mais qu'au moins je puisse faire paraître vos créations, que je montre, voilà, que la vidéo n'a pas servi à rien. Et que voilà. Et après, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est ce que vous aimeriez apprendre à faire. Et aussi, éventuellement, faire ça en live. Le confinement, il est un peu long et c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse se retrouver en direct pour qu'on puisse échanger. On pourrait être plusieurs à pâtisser ensemble. À ce moment-là, j'essaierai de réfléchir à une recette qu'on puisse terminer disons sans trop de temps de cuisson et qu'on puisse terminer vite, mais qu'on puisse la faire ensemble, parce que l'idée c'est justement d'essayer de se retrouver avant que la vie normale reprenne son cours. Voilà, ce que je suis sûre ne va pas tarder. Donc on se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Vous avez intérêt à rester à la maison. Autrement, je vous surveille, je vous vois. Et puis faites des gâteaux et envoyez-moi des photos.